À 15 ans, mes parents m'ont laissé à la ferme de mes grands-parents pour favoriser leur fille en or. Des années plus tard, ayant réussi ma vie, ils sont revenus pour me demander de l'aide. Ils ont alors appris qu'aucune place ne leur était réservée à mon mariage. Ma famille avait clairement montré qui était le favori, et ce n'était certainement pas moi. Alors, j'ai rassemblé le peu de dignité qu'il me restait, j'ai reconstruit ma vie de A à Z, et j'ai arrêté d'attendre qu'ils se comportent comme de vrais parents. Avant d'entrer dans les détails, voici comment tout a commencé. Je m'appelle Léo Dubois, j'ai 30 ans maintenant, je suis marié, installé et je vis une vie que j'ai bâtie de mes propres mains. Mais à l'époque, j'étais le raté de la famille. Ma petite sœur, Chloé Dubois, était la perfection incarnée. Mes parents, Isabelle et Gérard, agissaient comme si elle portait tout le nom de la famille sur ses épaules, et que j'étais juste là pour compliquer les choses. Avant que tout ne s'effondre, la personne avec qui je passais le plus de temps n'était même pas de ma famille. C'était Théo Martin. Il était comme mon frère. On jouait aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, on faisait du vélo dans tout le quartier, on essayait des sports au hasard parce qu'on s'ennuyait, et on faisait des plans stupides pour louer un jour un petit appartement et le rénover nous-mêmes. C'était le genre d'amitié où l'on suppose simplement que l'autre sera toujours là. Et puis, il ne l'a plus été. L'accident a emporté Théo et ses parents le même jour. Il n'y a même pas eu de véritable au revoir, juste des appels téléphoniques, quelques adultes parlant à voix basse, et moi, debout, essayant de me convaincre que quelqu'un avait mal compris. Je ne pense pas que mon cerveau de 15 ans avait la capacité d'accepter que quelqu'un qui venait chaque week-end depuis des années avait tout simplement disparu. Après ça, tout dans ma maison semblait plus lourd, comme si les murs s'étaient rapprochés. Quelques jours plus tard, mes parents ont insisté pour un dîner de famille afin de revenir à la normale. Ils ont dit ça comme si la normale était encore possible. Nous nous sommes tous assis. J'ai à peine touché à ma nourriture. Mon esprit était ailleurs. Je pouvais encore voir le vélo de Théo appuyé contre mon garage depuis la dernière fois qu'il était venu. Alors que j'étais assis là, essayant de ne pas m'effondrer, Isabelle s'est lancée dans son numéro habituel sur les réussites de Chloé. Elle réussit si bien, dit-elle, la main sur le cœur comme si elle annonçait un miracle. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur son potentiel. Gérard hochait la tête comme s'il était son agent. Elle donne l'exemple. Voilà ce qu'est la discipline. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Léo, ne plombe pas l'ambiance ce soir. Chloé s'est adossée à sa chaise, souriant comme si elle était sur scène. Peut-être que tu pourrais faire plus d'efforts, toi aussi, dit-elle, d'un air innocent, mais elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle attendait une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. J'ai essayé de parler une fois, juste une phrase sur à quel point tout semblait bizarre sans Théo. Isabelle m'a immédiatement coupé. Léo, s'il te plaît. Nous essayons d'avoir un dîner positif. Gérard a ajouté, il y a un temps et un lieu pour tes émotions. Apparemment, ce temps et ce lieu n'ont jamais existé dans cette maison. Je me sentais invisible, comme si j'étais le seul à avoir remarqué l'absence de Théo, et même cela faisait de moi un inconvénient. Le lycée, après ça, me semblait inutile. Chaque couloir ravivait un souvenir. Sa chaise vide en classe me rendait malade. J'ai arrêté de m'intéresser aux devoirs, aux projets de groupe, à la présence en cours. Je ne voulais parler à personne, surtout pas aux professeurs qui se sentaient obligés de me demander si je gérais. Non, je ne gérais pas. Pas du tout. J'ai commencé à traîner avec des gens qui n'attendaient rien de moi. Des gars qui ne me demandaient pas où j'allais après les cours ou pourquoi je ne voulais pas rentrer chez moi. On ne faisait rien d'impressionnant. Surtout des trucs stupides et imprudents, parce que c'était mieux que de rester assis assez longtemps pour réfléchir. Isabelle a réagi en jouant les martyrs. Tu détruis cette famille, disait-elle, les mains sur le front comme si elle allait s'évanouir. Sais-tu ce que tu nous fais subir? Gérard faisait des discours qui semblaient répétés devant le miroir. Tu choisis le mauvais chemin. Un homme prend ses responsabilités. Il choisissait toujours ces moments où j'étais déjà bouleversé, comme s'il attendait l'instant parfait pour remuer le couteau dans la plaie. Et Chloé, elle utilisait chaque erreur que je faisais comme carburant. Je ne comprends pas comment on peut être de la même famille, a-t-elle dit un matin avant le lycée. Cette phrase lui a valu des éloges supplémentaires d'Isabelle. Au moins une de mes enfants se soucie de son avenir. Tout ce que je faisais était soit mal, soit la preuve que Chloé était meilleure. Le coup de grâce est arrivé quand, avec quelques gars,
on traînait sur un parking après la tombée de la nuit. On était mineurs et on faisait les idiots. Quelqu'un a appelé la gendarmerie. Quand la voiture de patrouille est arrivée, j'ai su que j'étais fichu avant même qu'ils ne parlent. Ils nous ont emmenés au poste. Pas une vraie arrestation, juste une garde à vue en attendant que les parents arrivent. Mais c'était suffisant. Isabelle est entrée, les larmes coulant déjà. Léo, comment as-tu pu nous faire ça? Gérard se tenait droit, les bras croisés, me lançant le regard de quelqu'un sur le point de prononcer un réquisitoire. Chloé n'était même pas là, mais elle s'est assurée plus tard que tout le monde sache à quel point c'était embarrassant pour elle. Le trajet du retour a semblé durer des heures. Isabelle alternait entre les pleurs et les reproches. Gérard n'arrêtait pas de sermonner. Voilà ce qui arrive quand on refuse d'écouter, disait-il, comme si on m'avait jamais laissé l'espace de dire quoi que ce soit. Le lendemain matin, avant même que je ne sois assis dans mon lit, ils m'ont annoncé que je partais. Pas de discussion, pas de « comment vas-tu vraiment ?» Rien. Juste tu vas vivre chez tes grands-parents jusqu'à ce que tu te reprennes en main. Chloé se tenait derrière eux, les bras croisés, comme si elle regardait la fin d'une série qu'elle avait appréciée. Quand je suis monté dans la voiture avec mon sac, je n'ai pas eu peur. Je me suis senti effacé, comme s'ils avaient enfin admis ce qu'ils sous-entendaient depuis des années. Chloé comptait. Moi, non. C'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment brisées. Pas quand Théo est mort. Pas quand le lycée est devenu un calvaire. Juste là, dans cette allée. Quand mes propres parents ont clairement montré que je ne valais pas la peine d'être gardé. Mes parents m'ont déposé chez mes grands-parents par un matin froid, en Normandie. J'avais 15 ans, assis à l'arrière avec un seul sac à dos et les derniers vestiges de mon ancienne vie. Nous avons emprunté le long chemin de terre, et je m'attendais à ce qu'un jugement m'attende. Une autre série de discours ou de regards déçus. Au lieu de cela, grand-père est sorti de la grange, s'essuyant les mains sur un chiffon, calme comme toujours. Grand-mère est sortie sur le perron, souriant déjà comme si j'étais quelqu'un qui lui avait manqué, pas le gamin que mes parents venaient de mettre à la porte. Grand-père s'est approché, a posé une main sur mon épaule et a dit « Tu es chez toi maintenant ». Pas de colère, pas de questions. Grand-mère m'a serré dans ses bras. « Viens à l'intérieur, mon grand. Tu as l'air épuisé. » Derrière moi, Isabelle est à peine sortie de la voiture. Elle se tenait la main sur la portière comme si elle allait s'évanouir. Gérard avait l'air fier de lui, comme s'il avait résolu un problème. « Ne leur fais pas regretter ça, » a-t-il dit. C'était son au revoir. Personne ne lui a répondu. Grand-mère ne les a même pas regardés. Ils sont partis, la poussière se soulevant derrière la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ce soir-là, j'ai rencontré l'oncle Marc, le frère de Gérard. Techniquement, je l'avais déjà rencontré quand j'étais petit, mais les souvenirs étaient flous. Juste quelques fêtes d'anniversaire et un barbecue dont je me souvenais à peine. Il avait déménagé ici il y a longtemps pour aider grand-père et grand-mère à gérer la ferme. Mes parents ne parlaient jamais beaucoup de lui, alors le revoir, c'était comme rencontrer quelqu'un de nouveau. Il est entré depuis le fond du jardin, portant 2 lourds sacs de nourriture. Il n'était ni bruyant ni dramatique, juste posé. Il a posé les sacs, m'a fait un signe de tête et a dit « Tu es Léo, c'est ça? Tu étais tout petit la dernière fois que je t'ai vu. » J'ai hoché la tête et il m'a tendu la main. « Je suis Marc, ton oncle. » Puis il a dit les 3 choses qui ont donné le ton pour tout ce qui a suivi. Ici, tu es en sécurité. Tu dois te reconstruire. Je ne te laisserai pas tomber, mais tu ne dois pas bousiller cette maison. Il n'a pas haussé le ton ni ne m'a dévisagé. Il a juste posé les choses, comme des instructions simples. Les premières semaines ont été étranges. Pas à cause de ce qu'il faisait, mais parce que je ne savais pas comment réagir face à des adultes qui ne criaient pas et ne me culpabilisaient pas. J'attendais un piège qui n'est jamais venu. Grand-père se levait tôt et s'occupait des corvées comme si de rien n'était. Marc travaillait à ses côtés. Grand-mère faisait tourner la maison, vérifiant toujours si j'avais mangé ou dormi, mais sans jamais être intrusive. Quand je ratais quelque chose, comme mal fermer une barrière ou laisser tomber du bois, Marc ne soupirait pas ou ne penchait pas la tête d'un air déçu. Il réparait simplement, me montrait rapidement comment faire, et passait à autre chose. Pas de discours, pas de culpabilité, juste de la correction et de la routine. Petit à petit, la maison a cessé de me paraître temporaire. Je faisais les corvées le matin, j'aidais avec les animaux et je suivais mes cours.
Personne ne me comparait à Chloé. Personne ne me parlait comme si j'étais un fardeau. Je n'y ai pas cru au début, mais cette stabilité a eu un effet sur moi que je n'ai pas remarqué tout de suite. Quand j'ai eu 17 ans, la vie à la ferme était devenue normale. J'ai terminé le lycée via le système local, je faisais des corvées avant et après les cours, et j'ai tout réussi. Pas brillamment, mais assez pour m'en sortir sans que personne ne me crie dessus. C'est Marc qui a parlé d'études supérieures. L'IUT est à 20 minutes d'ici, a-t-il dit. Tu as l'âge. Tu devrais y aller. Ça ne sert à rien de rester là à ne rien faire une fois que tu auras fini le lycée. Il ne l'a pas dit comme une exigence, juste comme une direction. Grand-père était d'accord. Grand-mère me préparait mon déjeuner tous les jours avant le début des cours. C'était la première fois que je franchissais une étape sans me sentir poussé ou comparé à quelqu'un. L'IUT n'était pas grand. Quelques bâtiments, une cafétéria bon marché, des couloirs calmes, mais c'était comme un nouveau départ. C'est là que j'ai rencontré Camille. Je l'ai remarqué lors de notre premier semestre dans un amphi bondé où la moitié de la classe était à moitié endormie. Elle prenait de vraies notes, posait des questions et ne semblait dérangée par rien autour d'elle. Après le cours, elle m'a tenu la porte et a dit « Tu es dans mon groupe de TD ?» Non, sur un ton simple et amical qui ne rendait rien bizarre. On se retrouvait souvent dans les mêmes groupes de travail, on sortait des mêmes couloirs, on partageait les mêmes pauses. On ne s'est pas précipité dans une relation. Ça a commencé lentement. Des petites blagues, des conversations informelles, des révisions à la même table. Pas de pression, pas de gêne. Elle me parlait comme si je n'étais pas un raté ou un cas social, juste un autre étudiant. À la ferme, la vie continuait. Grand-père me montrait de nouvelles tâches à chaque saison. Grand-mère me traitait comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Marc restait constant, jamais bruyant, jamais dramatique, juste là chaque jour, m'apprenant des choses sans que ça ressemble à une leçon. Ces 2 années ont tout changé, et je ne le réalisais pas encore pleinement. Mais la ferme, Marc, et même la routine tranquille avaient déjà fait plus pour moi que mes parents n'avaient jamais essayé. Après quelques mois, j'ai appris à soulever avec mes jambes plutôt qu'avec mon dos, à faire des nœuds qui ne se défaisaient pas, à réparer un panneau de clôture sans casser le suivant. Le temps ne me faisait plus peur. J'ai commencé à finir les corvées sans que Marc ait à repasser derrière moi. C'était nouveau, qu'on me fasse confiance pour ne pas tout gâcher. Les études suivaient leurs cours en parallèle. Les cours le matin, le travail à la ferme l'après-midi, et Camille devenait une partie régulière de mes journées. On marchait ensemble jusqu'à nos voitures, on comparait à quel point nos profs étaient nuls, ou on s'asseyait à la bibliothèque pour finir nos devoirs. Elle ne posait pas de questions sur mon passé. Elle n'agissait pas comme si elle avait besoin de me cerner. Elle aimait juste être avec moi, et c'était suffisant. La vie commençait à s'équilibrer jusqu'à ce que Gérard débarque. Un après-midi, je suis rentré boire de l'eau et je l'ai trouvé debout dans la cuisine, les bras croisés comme si l'endroit lui appartenait. Grand-mère restait près de la cuisinière, sans le regarder. Et grand-père était assis à table avec cette expression qu'il avait quand il était à quelques minutes de perdre patience. Gérard m'a toisé de haut en bas. « Content de voir que tu vas mieux », a-t-il dit, comme si le mérite lui en revenait. Il s'est tourné vers grand-père. Je pense qu'il est important qu'il comprenne que cette amélioration n'efface pas ce qui s'est passé. Il doit mériter le pardon. Il a dit ça comme s'il faisait un sermon. Il n'a pas demandé comment j'allais ou sur quoi je travaillais. Il est juste entré et a directement commencé ses leçons de morale. Puis il a essayé de dire à grand-père et grand-mère comment me gérer. Il a besoin de structure, de règles claires, d'une discipline constante. Vous ne pouvez pas le laisser faire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on en est arrivé là. Grand-père a finalement posé sa tasse. Tu n'as pas à nous dire comment gérer quoi que ce soit, a-t-il dit. Tu l'as déposé et tu es parti. Nous l'élèverons comme nous l'entendons. Gérard a cligné des yeux comme si on l'avait giflé. Je dis seulement ça pour son bien, a-t-il réessayé, reprenant son ton habituel d'avocat du diable. Quelqu'un doit le tenir pour responsable. Marc est entré dans la cuisine à ce moment-là et Gérard s'est tu un instant. Tiens, regarde qui a décidé de se montrer, a dit Marc en regardant Gérard. Salut, a répondu Gérard. Cela a instantanément changé l'atmosphère. La mâchoire de Gérard s'est crispée. Très bien, faites à votre façon. Il m'a jeté un regard comme si je l'avais déçu de ne pas le soutenir.
Puis il est parti sans dire au revoir. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas dit un mot. Quelques jours plus tard, Isabelle a appelé grand-mère. Je passais dans le couloir quand j'ai entendu le début. Mon garçon me manque, dit-elle, la voix douce et tremblante. Je pense à lui tous les jours. Ça sonnait presque vrai jusqu'à ce que grand-mère lui suggère gentiment de me parler directement. Isabelle a craqué instantanément. Tu ne comprends pas ce qu'il nous a fait subir, dit-elle. Nous avons tout sacrifié et Chloé a souffert plus que quiconque. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était dur. Son ton a changé si vite que ça n'avait presque aucun sens. Grand-mère n'a pas discuté. Elle a juste dit, je dois finir le dîner et a raccroché. J'en ai assez entendu pour savoir que rien n'avait changé. Isabelle ramenait toujours tout à elle. Gérard prétendait toujours savoir ce qui était le mieux à distance, et Chloé était toujours leur centre de gravité. Au lieu de me déranger comme avant, cela a clarifié quelque chose. Je n'allais pas y retourner. Je ne le voulais pas. Quel que soit le rôle familial que j'occupais autrefois, il avait été remplacé il y a des années, et essayer de le récupérer n'avait plus de sens. À la ferme, j'étais utile. À l'IUT, je réussissais. Avec Marc et grand-père, j'apprenais. Avec grand-mère, j'étais en sécurité. Et avec Camille, je commençais à me sentir comme quelqu'un qui avait du potentiel, pas quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Plus mes parents essayaient de s'immiscer dans ma vie avec de la culpabilité ou des leçons, plus cela me poussait vers les gens qui restaient constants. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute. Pas à ce moment-là, mais je le sentais. Chaque jour, je me levais, je faisais mon travail et je continuais à mettre de la distance entre qui j'étais et qui je devenais. Et Camille continuait d'être là. Pas de drame, pas d'essai pour régler mes problèmes, juste constante, de la même manière que la ferme était constante. De la même manière que Marc était constant. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne s'effondrait pas. Elle prenait enfin forme. Quand l'hiver est arrivé, les choses ont continué ainsi. Je n'avais pas beaucoup de nouvelles de mes parents, ce qui rendait la vie plus calme. Mais Chloé, même à distance, trouvait toujours le moyen de m'énerver. Ça a commencé par un message d'un de mes cousins. Rien de dramatique, juste un texto décontracté me demandant comment ça allait. Puis, de nulle part, il a ajouté, Chloé a encore parlé. Je pensais que tu devrais le savoir avant que ça ne se répande davantage. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. La réponse est venue rapidement. Chloé dit que tu profites de là-bas. Que grand-père et grand-mère gaspillent de l'argent pour toi. Elle n'arrête pas de dire que c'est elle qui porte le nom de la famille maintenant. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai relu le message 2 fois. Ce n'était pas surprenant que Chloé soit toujours obsédée par l'attention, mais entendre qu'elle entraînait mes grands-parents là-dedans m'a fait serrer la mâchoire. Ils avaient fait plus pour moi en 2 ans que mes parents en 5, et elle essayait de transformer ça en une sorte de fardeau. J'ai montré le message à l'oncle Marc. Il n'a pas beaucoup réagi, a juste soupiré et dit, elle ne sait pas comment fonctionne cette maison. Grand-père a entendu et a grogné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas saisi, mais le regard qu'il a lancé à Marc indiquait qu'il se doutait déjà que quelque chose comme ça circulait. Quelques jours plus tard, la rumeur a atteint le reste de la famille élargie. Ça s'est propagé rapidement. Quelqu'un a répété les commentaires de Chloé chez un parent, et soudain, les gens se demandaient si grand-père et grand-mère ne me couvaient pas trop. Plus ça se répandait, pire ça devenait. À un moment donné, quelqu'un a même demandé à grand-mère si elle était fatiguée d'élever les erreurs des autres. Grand-mère ne me l'a pas dit. Mon cousin, si. Au moment de la réunion de famille pour les fêtes, la situation était déjà tendue. Je n'y suis pas allé. Le plan était de rester à la maison, de finir les corvées et d'éviter les gens qui m'adressaient à peine la parole jusqu'à ce qu'ils aient une opinion à donner. Mes grands-pères et grand-mère y sont allés, et d'après ce que j'ai entendu plus tard, tout a dérapé en moins d'1 heure. Un parent, du côté de mon père, a fait un commentaire passif sur les enfants qui n'apprécient pas ce qu'on leur donne. Grand-mère l'a ignoré. Puis une autre personne a dit quelque chose sur le fait que Chloé réussissait brillamment et représentait bien le nom du bois, suivi d'un sarcastique dommage que ce ne soit pas le cas de tout le monde. C'est là que grand-père est intervenu. Marc m'a raconté comment ça s'est déroulé plus tard. Grand-père a posé sa fourchette, a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Vous n'avez pas le droit de parler de mon petit-fils comme ça alors que vous n'avez pas levé le petit doigt pour lui. » Ce n'était pas fort, mais c'était sans appel.
La pièce est devenue silencieuse. Quelqu'un a essayé de défendre Chloé, en disant qu'elle était juste inquiète, mais grand-père les a coupés. Elle sème la zizanie, et vous le permettez. Léo travaille dur. Il gagne sa place. Si vous ne pouvez pas le respecter, alors vous ne nous respectez pas non plus. Après cela, il a dit à Marc que certaines personnes ne seraient pas les bienvenues à la ferme pendant un bon moment. Quand grand-mère est rentrée, elle a fait comme si de rien n'était, mais je voyais bien qu'elle était encore contrariée. Elle a préparé le dîner comme d'habitude et m'a posé des questions sur mes études, sans jamais mentionner la dispute. Elle n'avait pas besoin de le faire. J'en avais assez entendu de mes cousins pour comprendre à quel point ça avait été houleux. Plus tard dans la soirée, Camille est passée pour me rendre un livre qu'elle m'avait emprunté. Elle a vu que quelque chose n'allait pas. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais elle est restée sur le seuil et a demandé « Journée difficile ?» J'ai hoché la tête. Histoire de famille. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'a pas essayé de donner de conseils. Elle s'est juste approchée, m'a serré doucement le bras et a dit « Tu fais de ton mieux. » C'est ça qui compte. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai enfin compris. J'avais toujours pensé que Chloé était juste gâtée, agaçante et accro à l'attention. Mais ce n'était pas une rivalité fraternelle normale. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était malveillant. Elle n'était pas seulement la favorite. Elle était toxique. Elle ne se contentait pas d'être l'enfant en or. Elle avait besoin que je reste la déception pour qu'elle puisse continuer à briller. Elle voulait une cible, et j'en avais fini d'en être une. J'ai terminé l'IUT à 19 ans. Pas de cérémonie, pas de famille pour m'acclamer, pas d'appel d'Isabelle ou de Gérard. Grand-mère m'a serré dans ses bras quand j'ai ramené mon diplôme. Grand-père m'a serré la main une fois et a dit « Bien. Maintenant, continue. » L'oncle Marc a fait des grillades ce soir-là et n'a pas dit grand-chose, mais je voyais qu'il était fier. C'était suffisant. J'ai trouvé un travail dans un centre d'appel quelques mois plus tard. Ce n'était pas glamour, mais j'étais rapide avec les gens et j'apprenais vite. Au début, je suivais juste des listes et des scripts. Mais après quelques mois, ma superviseure a commencé à me confier des appels plus difficiles. Puis elle a commencé à me laisser gérer la formation des nouvelles recrues. 2 ans plus tard, j'ai été promu chef d'équipe. 1 an après, je suis devenu directeur des ventes. Le travail avait des horaires étranges, mais le salaire était stable. Je suis resté vivre avec grand-père, grand-mère et Marc parce que c'était logique. Le loyer n'était même pas un sujet de conversation. Grand-père aurait ri si j'avais essayé de lui en proposer. Alors, à la place, je payais des factures quand je pouvais, je faisais les courses, je payais les réparations quand quelque chose cassait, et j'aidais toujours à la ferme quand je rentrais assez tôt. La vie semblait équilibrée. Le travail, la ferme, les soirées avec Camille, tout suivait le même rythme. Puis un printemps, juste au moment où la ferme était la plus chargée, tout est arrivé en même temps. Marc s'est blessé au dos en portant mal un sac de nourriture. Je l'ai entendu le laisser tomber et jurer. Quand je suis arrivé vers lui, il était penché en deux, se tenant le flanc comme si on l'avait poignardé. Il a essayé de marcher pour faire passer la douleur, mais grand-père lui a dit de s'asseoir avant d'aggraver les choses. Grand-mère a apporté des poches de glace. Le médecin a dit que c'était un lumbago. Marc avait besoin de repos. De vrai repos. Le problème, c'est que le printemps s'en fichait. Les corvées ont doublé. Les animaux devaient être nourris avant le lever du soleil. Les clôtures devaient être réparées après les orages. Les factures ne s'arrêtaient pas. Et mon travail ne ralentissait pas non plus. Notre service était en retard ce mois-là et j'étais responsable de redresser les chiffres. J'ai commencé à me lever 2 heures plus tôt que d'habitude pour prendre de l'avance sur les tâches de la ferme. Je courais pour transporter la nourriture, ramasser les œufs, vérifier la grange et traîner le matériel, puis je me précipitais à l'intérieur, prenais une douche rapide, m'asseyais devant mon ordinateur portable et commençais ma journée de travail. Je travaillais pendant le déjeuner, finissais mes appels, fermais l'ordinateur et retournais directement dehors. Dès la première semaine, je me sentais comme si on m'avait vidé de toute mon énergie. J'avais mal à la poitrine à force de courir partout. Mes mains tremblaient de fatigue et je commençais à m'endormir assis à la table de la cuisine. Grand-mère me disait de ralentir, et grand-père insistait sur le fait qu'il pouvait gérer. Même si je voyais ses articulations se bloquer chaque fois qu'il se penchait, Marc s'excusait constamment,
frustrés de ne pas pouvoir aider, mais aucun d'eux ne m'a dit d'arrêter. Ils savaient que le travail devait être fait. Une nuit après un orage, j'étais dehors dans la boue avec une lampe de poche, en train de réparer une clôture cassée, la pluie coulant de mes cheveux, les doigts engourdis autour du fil de fer. Chaque muscle hurlait, mais j'ai continué. Pas parce que je le voulais, mais parce que cette maison m'avait sauvé, et je n'allais pas la laisser tomber en ruine. Camille envoyait des bribes. Elle apportait à manger, et des grands-mères et ne m'a jamais poussé à ralentir. Elle s'est simplement intégrée au rythme de l'endroit. Au milieu de la saison, un cousin m'a envoyé un mémo vocal d'une réunion de famille. Quelqu'un a demandé à Gérard comment j'allais, et il a soupiré comme s'il portait le monde sur ses épaules. L'envoyer chez papa et maman lui a sauvé la vie, a-t-il dit. Nous avons fait ce que de bons parents font. L'entendre s'attribuer le mérite de m'avoir abandonné ne m'a pas rendu triste. Cela a endurci quelque chose en moi. Plus tard, quand Camille m'a trouvé en train de réparer un loquet, elle l'a vu sur mon visage. Elle n'a pas été intrusive. Elle a juste tenu la barrière et a dit, « Tu fais du bon travail. Ils ont de la chance de t'avoir. » Pour la première fois depuis des semaines, une partie de la pression s'est relâchée. Le dos de Marc a guéri. Grand-père a dit qu'il était fier. Grand-mère a préparé mon dîner préféré et Camille est restée constante à travers tout ça. Ce printemps a failli me briser. Mais à la fin, j'ai compris quelque chose d'important. Ma vie n'était pas construite sur la fuite de qui j'étais. Elle était construite sur le fait d'être présent pour les gens qui avaient été présents pour moi. À 24 ans, les choses à la ferme tournaient de nouveau rond. Le dos de Marc était guéri. Grand-mère faisait toujours tourner la maison comme une machine bien huilée. Et grand-père avait commencé à laisser entendre que je devrais penser à ma prochaine étape, non pas déménager, mais construire un avenir qui ne soit pas bloqué dans l'incertitude. Un matin, grand-père a fait glisser un papier plié sur la table. Vente aux enchères bientôt, a-t-il dit. Petite parcelle, pas cher si la bonne personne enchérit. Marc s'est penché par-dessus mon épaule pour regarder. Bonne terre, a-t-il dit. Pas parfaite, mais tu pourrais construire quelque chose. Je savais ce qu'ils essayaient de dire sans le dire. Il était temps pour moi d'avoir quelque chose à moi. J'ai passé la semaine suivante à ne faire que des calculs. Tout ce que j'avais économisé de mon travail n'était pas énorme, mais c'était assez pour tenter le coup. Si je remportais le terrain, je n'aurais plus rien en banque, mais j'aurais un début, un endroit qui serait à moi, une vraie fondation. Grand-père et Marc sont venus avec moi le jour de la vente. Camille est venue aussi, se tenant près de moi, mais sans s'imposer. Elle savait à quel point c'était important. Il n'y avait pas foule, quelques vieux fermiers, un ou deux investisseurs, et le propriétaire du terrain, un homme nommé Monsieur Cartier. Il serrait des mains, jaugeait tout le monde comme s'il avait déjà son opinion. Quand les enchères ont commencé, j'ai levé ma pancarte avec une confiance totale. Je savais que je devais y mettre tout ce que j'avais. Mais je n'ai pas hésité. J'ai levé ma pancarte encore et encore jusqu'à ce que le commissaire-priseur abatte son marteau. Adjugé, vendu. Camille m'a serré la main si fort que j'ai failli oublier de respirer. Sortir de ce bâtiment avec les papiers semblait irréel. Non pas parce que j'avais eu de la chance, mais parce que grand-père et Marc m'avaient soutenu sans hésiter. Quelques jours plus tard, j'ai arpenté le terrain pour la première fois. Ce n'était pas grand-chose. Juste quelques hectares de terrain inégal, une vieille ligne de clôture et une longue étendue d'herbe, mais c'était à moi. J'ai passé des nuits à dessiner les plans d'une petite maison. Rien d'extravagant, juste assez d'espace pour vivre sans se sentir à l'étroit. Je n'ai même pas eu une semaine pour m'y habituer avant que Chloé ne débarque. J'étais en train de marquer l'emplacement d'une future allée quand une voiture bruyante est arrivée en cahotant sur le chemin de terre. 3 filles en sont sorties, toutes habillées comme si elles étaient là pour une séance photo. Chloé menait le groupe, lunettes de soleil sur le nez, téléphone déjà en train de filmer. Cet endroit est parfait, dit-elle en tournant sur elle-même comme si elle en était la propriétaire. On va faire de super photos. Je me suis mis devant elle. Vous devez partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Détends-toi. C'est juste pour des photos. Tu n'as même pas encore de maison ici. Ça ne fait rien. Ce n'est pas votre lieu de fête. Elle a ricané. Waouh, tu vas vraiment tout gâcher. Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un veuille même venir ici. Ses amis ont ri. Pas moi.
Ça m'est égal, ai-je répété. Partez de mon terrain. Elle est retournée à sa voiture en trombe, faisant semblant de pleurer assez fort pour être entendue de la route. Le temps qu'elle rentre chez elle, elle avait déjà brodé son histoire. Isabelle et Gérard ont commencé à harceler grand-mère au téléphone, agissant comme si j'avais agressé Chloé sans raison. Quelques jours plus tard, Gérard est passé prendre des nouvelles de ses parents. Il m'a coincé près de la grange. Tu dois être plus compréhensif, a-t-il dit. Elle est jeune. Elle ne pensait pas à mal. Elle est venue sans permission, ai-je dit. C'est tout. Gérard a secoué la tête. Tu ne peux pas continuer à repousser les gens. Et ce terrain? Tu es sûr de pouvoir le gérer? Ne te ridiculise pas. Avant que je puisse répondre, Marc est sorti de la grange. Tu n'as pas le droit de le larguer ici et ensuite de faire comme si tu l'avais élevé, a-t-il dit. Il fait plus pour cette famille que tu ne l'as jamais fait. Gérard a essayé son ton d'avocat du diable. J'essaie seulement d'aider. Non, a dit Marc. Ce n'est pas le cas. Gérard n'est pas resté beaucoup plus longtemps. Ce soir-là, j'ai emmené Camille sur le terrain. Le soleil était bas, le ciel orangé. Je n'avais pas de discours préparé. Je n'avais pas de bague d'une boutique de luxe. J'avais sa main dans la mienne et l'endroit où notre avenir pourrait se construire. Je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Quand nous l'avons annoncé à grand-père, grand-mère et Marc, tous les trois ont réagi comme une vraie famille devrait le faire. Grand-mère a d'abord serré Camille dans ses bras. Grand-père a hoché la tête une fois comme s'il s'y attendait. Marc m'a donné une tape dans le dos assez forte pour me faire trébucher. Debout sur ce terrain plus tard cette nuit-là, j'ai pris une décision silencieuse. Mon avenir était ici, avec les gens qui étaient restés, avec Camille, avec la vie que je construisais brique par brique, pas avec ceux qui essayaient de la démolir. Construire la maison prenait toutes mes heures libres. Je finissais ma journée de travail, je fermais l'ordinateur et je conduisais directement au terrain. Certains jours, je passais des heures à niveler le sol ou à transporter des matériaux. D'autres jours, je mesurais des planches à la lueur d'une lampe de poche parce que le soleil était déjà couché. C'était stressant, fatigant et beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais, mais ça n'a jamais semblé inutile. Camille venait dès qu'elle le pouvait, me tendant des outils, marquant des planches, apportant à manger, agissant comme si elle avait toujours fait partie de cette vie. La ferme est restée stable pendant cette période jusqu'à un matin où tout s'est arrêté. Je me suis réveillé en entendant grand-mère nous appeler. Grand-père était affalé sur la table de la cuisine, se tenant la poitrine. Il n'était pas évanoui, mais il avait l'air pâle et confus. Marc a réagi instantanément, l'aidant à se lever pendant que j'attrapais les clés de la camionnette. Nous l'avons installé sur le siège passager. Grand-mère est montée à l'arrière, et Marc est resté pour appeler le cabinet médical. Le trajet a semblé plus long qu'il ne l'était. Grand-père ne disait pas grand-chose, se tenait juste la poitrine et respirait lentement. À la clinique, ils l'ont emmené en urgence pour des examens. Le médecin est sorti plus tard et nous a dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais que c'était assez proche pour être un avertissement. Grand-père avait besoin de repos. De vrai repos. Pas de charges lourdes, pas de longues heures, pas de discours du genre « ça va aller ». Nous l'avons ramené à la maison avec de nouveaux médicaments et des instructions. Il détestait cette attention mais a suivi les ordres parce que grand-mère l'a fusillé du regard jusqu'à ce qu'il accepte. Les nouvelles voyagent vite dans les familles qui prétendent être proches. Dès l'après-midi, le téléphone de grand-mère a commencé à sonner sans arrêt. Le premier appel qu'elle a mis sur haut-parleur venait d'Isabelle. Dès qu'elle a entendu la voix de grand-mère, Isabelle a éclaté en sanglots bruyants et dramatiques. « Je n'arrive pas à croire que ça nous arrive », a-t-elle sangloté. « C'est juste. C'est horrible. » Grand-mère a essayé de dire que grand-père allait bien. Mais Isabelle n'écoutait pas. Elle a continué, parlant de son stress, de son incapacité à gérer les mauvaises nouvelles, de la dureté de cette épreuve pour elle. Pas une seule fois elle n'a demandé comment grand-père se sentait réellement. Pas une seule fois elle n'a demandé si nous avions besoin d'aide. Puis Gérard a pris le téléphone. « Eh bien », a-t-il dit de sa voix calme et fausse. « C'est pour ça que la famille doit rester unie. Quelqu'un doit prendre les choses en main et organiser. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, ni Marc, ni grand-mère. Il agissait comme s'il était celui qui tenait tout ensemble. Même s'il n'avait pas mis les pieds à la ferme un seul jour.
J'étais dans l'embrasure de la porte, à écouter, sentant cette vieille froideur familière s'installer à nouveau. Grand-mère a mis fin à l'appel avant que les pleurs d'Isabelle ne deviennent plus forts. Le lendemain, Chloé est arrivée dans une voiture brillante aux vitres teintées. Elle a sauté dehors, portant des vêtements qui semblaient sortis d'un blog de mode, tenant son téléphone comme si elle filmait une émission de télé-réalité. « Oh mon Dieu !» dit-elle bruyamment, enlaçant grand-mère de façon théâtrale. « Je suis venue dès que j'ai appris. » Elle n'a pas demandé de nouvelles de grand-père avant d'avoir mis à jour son statut en ligne. Puis elle s'est tournée vers moi. « Léo, ne stresse pas grand-mère aujourd'hui, d'accord ? Elle n'a pas besoin de tes sautes d'humeur. » Elle est entrée dans la maison comme si c'était la sienne, organisant des choses que personne ne lui avait demandé de toucher, disant à grand-mère de quelle corvée elle ne devait plus s'inquiéter, même si elle n'en faisait aucune elle-même. Plus tard, elle est sortie vers la grange et a désigné la camionnette de grand-père. « J'en ai besoin, » a-t-elle dit. « Mon ami veut faire des photos dans un endroit rustique. La camionnette est parfaite. »« Non, » ai-je dit. « Grand-père n'est pas bien. On a besoin de la camionnette ici. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu es dramatique. »« C'est juste pour quelques heures. »« Non, » ai-je répété. Elle a tendu la main vers les clés sur le crochet. Je me suis mis devant elle. Elle est immédiatement passée en mode victime, élevant la voix pour que grand-mère puisse entendre à l'intérieur. « Waouh » dit-elle plus fort. « Tu es toujours le même gamin en colère. J'essaie juste d'aider. Et tu m'agresses. » Grand-mère est venue à la porte. « Chloé, pose ces clés » dit-elle fermement. Chloé a semblé stupéfaite que grand-mère ne soit pas de son côté. Elle a laissé tomber les clés et est sortie en trombe, marmonnant à quel point j'étais toxique. 20 minutes plus tard, Isabelle a appelé grand-mère. Elle a commencé doucement. « Je veux juste la paix dans cette famille. » Puis Gérard, après tout ce que nous avons traversé pour élever Léo, tu le laisses manquer de respect à Chloé. Il me blâmait tout en prétendant être impartiaux. Marc a finalement pris le téléphone. « Vous n'avez pas à parler de respect, » a-t-il dit. « Pas après avoir disparu quand les choses étaient difficiles. N'appelez pas ici pour créer des problèmes. » Il a raccroché avant que Gérard ne puisse répondre. 3 jours plus tard, Isabelle et Gérard se sont présentés en personne. Ils n'ont pas demandé comment allait grand-père. Gérard a commencé par « Nous venons juste vérifier que les choses sont gérées correctement. » Isabelle a croisé les bras, me foudroyant du regard comme si j'étais le problème. Chloé est sortie derrière eux, prête à en découdre. « Tu dois te calmer en présence des gens, » m'a-t-elle dit. « Ton énergie est toujours si négative. » Gérard a hoché la tête. « Ton oncle a dit que tu avais été stressé. Tu ne peux pas te défouler sur ta sœur. » Il parlait comme s'il était le plus raisonnable. Isabelle s'est avancée. « Tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. Elle voulait juste emprunter une camionnette. » Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas pris la peine de discuter. C'est la maison de grand-père et grand-mère, ai-je dit. Si vous êtes ici pour les aider, aidez. Si vous êtes ici pour le drame, partez. Je ne suis plus votre projet. Ils se sont tous mis à parler en même temps, Isabelle pleurant, Gérard moralisant, Chloé se plaignant. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas reculé. Marc est sorti et s'est tenu à côté de moi, silencieux mais solide. C'était suffisant. Ils sont partis, furieux. Quelques mois plus tard, la maison était à moitié terminée, mais elle semblait juste. Camille et moi avons prévu une cérémonie simple à la ferme. Rien de grand, juste des amis, des voisins et les gens qui comptaient vraiment. Grand-père l'a conduite à l'hôtel parce que son propre père vivait à l'autre bout du pays. Grand-mère s'est occupée des fleurs. Marc a aidé à tout installer, des chaises aux lumières. Nous n'avons pas invité Isabelle, Gérard ou Chloé. Non pas par vengeance, mais par tranquillité. Ils n'avaient pas gagné leur place à ce moment-là. La nouvelle s'est répandue rapidement de toute façon. Isabelle s'est effondrée auprès des parents, racontant à tout le monde qu'on lui avait volé le mariage de son fils. Gérard a agi comme un parent sage qui avait été trahi. Chloé a essayé de transformer toute l'affaire en commérage, postant en ligne sur la fausse loyauté familiale. Grand-père a mis fin à tout ça. Quiconque essayait d'aborder le sujet recevait un rapide « Ils n'ont pas été invités pour une bonne raison ». Et c'était la fin de l'histoire.
La cérémonie était petite, chaleureuse et authentique. Camille avait l'air si heureuse que tout en valait la peine. Quand nous avons remonté l'allée, grand-mère a essuyé ses larmes. Grand-père a souri plus que je ne l'avais vu depuis des années, et Marc m'a donné une tape dans le dos si fort que j'ai failli trébucher. Cette nuit-là, Camille et moi sommes allés en voiture jusqu'à notre maison à moitié construite. La charpente était montée, les fondations étaient solides, et le champ derrière captait les derniers rayons du soleil. Nous étions là, fatigués, mais stables, sachant exactement qui était notre vraie famille. Ceux qui étaient venus, qui étaient restés, et qui avaient aidé à construire quelque chose de réel.